On l'a appelée l'Autrichienne. On l'a accusée d'avoir ruiné la France en diamants, en robes et en fêtes. On l'a imaginée dans des orgies à Versailles, indifférente à la misère du peuple pendant que le royaume s'effondrait. Pourtant, derrière le mythe de la reine frivole se cache une réalité plus complexe et souvent plus sombre. Était-elle vraiment ce symbole de décadence qui a précipité la chute de la monarchie ou bien une victime idéale, sacrifiée sur l'autel de la colère populaire? Ce que vous allez entendre pourrait bien remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir sur Marie-Antoinette. Marie-Antoinette naît à Vienne en 1755. 15e enfant de l'impératrice Marie-Thérèse, elle est promise très jeune à un destin royal. À 14 ans, elle quitte l'Autriche pour épouser le dauphin de France, futur Louis XVI, dans le but de sceller l'alliance entre les Habsbourg et les Bourbons. En mai 1770, elle arrive à Versailles, étrangère dans un monde où chaque geste est codifié, chaque regard pesé. Son mariage est plus politique que sentimental. La jeune archiduchesse doit maintenant devenir la reine de France. Mais dès son arrivée, elle dérange. Elle est autrichienne, un mot presque insultant pour une partie de la noblesse française. On la trouve frivole, trop enjouée, pas assez soumise aux règles rigides de l'étiquette versaillaise. Très vite, elle devient la cible des critiques, des rumeurs, des pamphlets. Et quand la Révolution éclate, son image déjà ternie se transforme en cauchemar public. On l'accuse de tous les maux du royaume. Mais derrière les attaques se cache une question fondamentale. À quel moment la femme est-elle devenue une ennemie du peuple? Vers la fin des années 1770, Marie-Antoinette commence à prendre ses distances avec la cour. Elle délaisse les grandes cérémonies et préfère l'intimité de son hameau à Trianon, un petit village artificiel qu'elle fait construire pour jouer à la bergère. Ce lieu devient vite le symbole de son éloignement du peuple, mais aussi un terrain fertile pour les fantasmes. On raconte qu'elle y mène une vie de luxure, qu'elle y organise des fêtes scandaleuses, qu'elle y reçoit ses amants, loin des yeux de Louis XVI. Pourtant, les archives ne confirment pas ces débordements. Certes, elle aime le théâtre, les costumes, la musique, et oui, elle dépense beaucoup. Elle commande des robes somptueuses à Rose Bertin, la couturière de la mode, porte des coiffures hautes de plus de 60 cm et arbore des diamants dont le prix pourrait nourrir une ville entière. Mais est-ce là le signe d'une perversion ou simplement celui d'une femme prisonnière d'un rôle, d'une étiquette, dans une monarchie qui repose justement sur le faste? Le problème, c'est que la réalité se brouille très vite avec la fiction. Des pamphlets circulent dans Paris, des libelles, souvent pornographiques, la décrivant comme une nymphomane, une conspiratrice, une ennemie de la France. L'un des plus célèbres, La vie secrète de Marie-Antoinette, décrit des orgies à Trianon, avec des ministres, des actrices et même des religieuses. Aucun fait ne les confirme, mais peu importe. L'image est là, gravée dans l'opinion. L'un des épisodes les plus retentissants de son règne est l'affaire du collier en 1785. Une escroquerie invraisemblable, mais dont les conséquences seront catastrophiques pour Marie-Antoinette. À l'origine, un collier de diamants conçu en 1772 pour Madame du Barry, la maîtresse de Louis XV. D'une valeur de 1 600 000 livres, il reste invendu à la mort du roi. Les joailliers espèrent convaincre Marie-Antoinette de l'acheter, mais elle refuse, officiellement par souci d'économie, officieusement parce qu'elle méprise du Barry et ce que représente ce bijou. C'est là qu'intervient la comtesse de la Motte, une intrigante sans scrupules. Elle convainc le cardinal de Rohan, en disgrâce à la cour, qu'il peut regagner les faveurs de la reine en lui offrant ce fameux collier. Elle forge des lettres, organise une fausse rencontre dans les jardins de Versailles avec une prostituée déguisée en Marie-Antoinette et obtient le bijou au nom de la reine. Quand l'affaire éclate, c'est un scandale national. Marie-Antoinette n'a rien à voir dans l'escroquerie, mais pour le peuple, elle est coupable. L'affaire tombe à un moment explosif. La dette publique est énorme, la famine menace et la colère gronde. Le mot diamant devient un symbole de la déconnexion de la cour. Peu importe la vérité judiciaire. Dans l'imaginaire collectif, la reine a volé au peuple un trésor qu'elle ne méritait pas. Être autrichienne, en 1789, n'est pas un détail anodin. Dans un contexte de guerre larvée entre la France et les monarchies européennes, les origines de Marie-Antoinette deviennent une arme contre elle. On l'accuse de comploter avec sa famille, les Habsbourg, pour faire tomber la Révolution. On l'appelle l'Autrichienne, un jeu de mots cruel qui sonne comme chienne d'Autriche. Des caricatures la représentent en Messaline, en débauchée,
en vampire suçant le sang du peuple. On l'accuse d'inceste, de trahison, de sorcellerie. En 1791, après la fuite manquée de Varennes, où la famille royale tente de rejoindre les troupes royalistes, le soupçon devient certitude. La reine est une ennemie de la nation. Pourtant, les correspondances de Marie-Antoinette montrent une femme terrifiée, isolée, cherchant désespérément à protéger ses enfants. Elle écrit à ses proches « Je suis née pour le malheur ». Elle tente, en secret, de négocier avec ses frères, mais tout est interprété comme un acte de trahison. La haine populaire ne fait plus de distinction entre la personne et le symbole. Elle est devenue le visage honni d'un régime à abattre. En 1792, la monarchie est abolie. Louis XVI est exécuté en janvier 1793. Marie-Antoinette, elle, est maintenue en prison à la conciergerie, dans des conditions inhumaines. On lui retire ses enfants, on l'isole, on la surveille jour et nuit. Sa dernière cellule, à peine éclairée, est surveillée par 2 gendarmes qui ne la quittent jamais des yeux. Son procès n'est qu'une parodie de justice. On l'accuse, entre autres, d'avoir eu des relations incestueuses avec son fils Louis-Charles, âgé de 8 ans. Une accusation monstrueuse, sans preuve, qui choque même certains révolutionnaires. Lorsqu'on l'interroge sur ce point, Marie-Antoinette se tait un instant, puis répond, le regard fixe, « J'en appelle à toutes les mères ». Le 16 octobre 1793, elle monte sur l'échafaud. Elle a 37 ans. Ses cheveux ont blanchi, ses vêtements sont en lambeaux, mais elle reste droite. Lorsqu'elle monte les marches, elle écrase par mégarde le pied du bourreau Samson et lui dit « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès ». Ce seront ses derniers mots. Sa mort ne marque pas la fin des rumeurs. Bien au contraire, l'image de la reine décadente continue de hanter les récits, les romans, les films. Mais une question persiste. Marie-Antoinette était-elle vraiment coupable de ce dont on l'accusait, ou juste la figure idéale d'un bouc émissaire ? L'histoire de Marie-Antoinette n'est pas seulement celle d'une reine décapitée, c'est celle d'une femme broyée entre les attentes d'un peuple en colère, les pièges d'une cour impitoyable et les fantasmes d'un monde en train de basculer. Oui, elle a dépensé, oui, elle a vécu dans le luxe, mais était-ce un crime ? Était-ce pire que les intrigues de ses prédécesseurs ? Ou bien a-t-elle simplement payé le prix d'un symbole trop lourd pour elle ? Et vous, pensez-vous que Marie-Antoinette était une reine coupable ou une femme sacrifiée par l'histoire? Dites-le en commentaire.